Cette année, Yoga with Clem fête ses 10 ans. Bravo moi, bravo nous. Yoga with Clem fête ses 10 ans et moi j'ai fêté mes 40 ans. Du coup, pour l'occasion, j'avais envie de partager avec vous les 10 mini-routines, les 10 habitudes que j'ai apprises au fil du temps, au cours de ces 10 ans, que j'ai mises en place et installées pour permettre à Yoga with Clem de devenir ce qu'il est aujourd'hui, je suis vraiment partie de zéro quand j'avais 30 ans et maintenant c'est devenu vraiment toute ma vie, toute mon œuvre, tout mon legacy et, je suis très fière et je vais pas faire comme si je l'étais pas. Je suis super fière de ce que j'ai accompli et je pense que j'ai appris beaucoup de leçons au cours de ces 10 ans de plein de façons différentes. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup transpiré, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai vraiment mis en place ces habitudes qui ont fait la différence et que j'avais envie de partager avec vous. Je me dis qu'il y a quelques-unes, qui vous parleront, quelques-unes de ces routines qui vous parleront et qui vous amélioreront la vie. Peut-être vous aussi, sait-on jamais. Donc c'est parti, on va les voir une par une. Donc la première, c'est de faire 1% mieux tous les jours. C'est quelque chose de connu, hein. Je l'ai pas inventé ça. C'est vraiment quelque chose qui me vient de self-development, de gourou, d'un gourou random que j'ai suivi au cours de mon existence. Et c'est quelque chose que je suis super contente d'avoir apprise rapidement. Je l'ai comprise rapidement. C'est le pouvoir des effets de cumulation, des effets cumulatifs. J'ai créé Yoga with Clem de zéro, il y avait rien et j'ai tout construit seule petit à petit et ça prend du temps évidemment. Au cours de ces 10 années, j'ai vu beaucoup de gens essayer de lancer un business ou essayer de lancer un podcast ou de se créer une présence sur les réseaux sociaux pour finalement abandonner assez rapidement au bout de quelques semaines parce que c'est beaucoup plus de travail qu'ils l'avaient anticipé et que ça n'apporte pas beaucoup de satisfaction au début. On voit pas les résultats très très rapidement quand on essaye de construire quelque chose. Du coup, que tu essayes de lancer un business ou d'adopter une routine plus saine, parce que mon public, j'ai quelques, j'ai quelques indépendants dans mon public qui essayent de lancer leur business, mais je pense que principalement, ce sont des gens qui essayent de lancer une routine saine, mais ça s'applique à vous aussi. Il faut vraiment avoir conscience qu'on joue sur le long terme, qu'on essaye d'améliorer une petite chose à la fois chaque jour, 1% mieux chaque jour. On essaye vraiment d'avoir cet élan et cette direction et de complètement mettre de côté les résultats, de ne pas s'attacher aux résultats, de juste faire confiance au processus en essayant d'améliorer un petit peu tous les jours. Et de surtout, voilà, ne pas lâcher quand les résultats se font attendre. Parce que ça va prendre plus de temps qu'on le pense. Ça va vraiment prendre plus de temps qu'on le pense. Tout prend du temps, tout prend plus longtemps que ce qu'on aimerait, en tout cas. Et c'était clairement le cas avec Yoga with Clem. Mais je pense que de manière générale, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir survécu tout ce temps-là, mais c'est aussi parce que, j'ai continué même quand ça marchait pas du tout et au début ça marchait peu, voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup de continuer et de s'accrocher et de juste continuer, de viser la petite amélioration tous les jours. On le regrette pas. Le deuxième point, c'est de changer de regard complètement sur la routine. Et ça, c'est une position que je défendrai jusqu'au bout. La routine, c'est cool. La routine, c'est ce qu'il y a de mieux. J'adore mes routines, j'adore mes systèmes. La routine, c'est ce qui fait avancer les choses. C'est Yoga with Flame est construit sur des routines et des systèmes. Et c'est pour ça que je, je peux publier des emails toutes les semaines, un podcast toutes les semaines, une vidéo de yoga toutes les semaines, des posts Instagram, Facebook toutes les semaines aussi. Et ça fait des années et j'en ai pas raté un seul. Sur les posts Instagram, Facebook un peu plus. J'ai eu plus de mal à trouver un système là-dessus, mais maintenant, ça y est, depuis quelques mois, je poste de façon très régulière.
Mais aussi parce que je me suis attachée à ce 1% mieux tous les jours. J'ai commencé avec mes emails, ensuite j'ai lancé mon podcast, ensuite j'ai lancé mes vidéos et ensuite j'ai lancé mes réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est grâce à ces routines, c'est grâce à mes systèmes mis en place que je peux faire tout ça et m'occuper aussi d'un nombre croissant de clients sans m'effondrer. Et maintenant, j'arrive à faire tout ça, à m'occuper de tous mes clients, à apprendre la batterie, à organiser mon déménagement, parce que j'ai ces routines, j'ai ces systèmes qui sont vraiment bien huilés, bien rodés maintenant. Donc je comprends pas pourquoi la routine, ça a la réputation d'être quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de oh, la routine, le train-train quotidien, c'est nul, c'est boring. Alors que c'est vraiment le seul moyen d'accomplir quoi que ce soit qui en vaut la peine, finalement. Alors, bien sûr, on a tous des vies bien remplies, les routines, elles sont constamment bousculées par la vie, par les imprévus, par nos obligations. Il faut avoir une certaine flexibilité dans nos routines, mais elles méritent aussi grandement d'être protégées. Et pour moi, c'est un aspect fondamental de ma réussite, c'est que j'ai ces routines, je les protège avec ma vie pour qu'elles tiennent en fait. Et il faut être assez impitoyable. Et je vais d'ailleurs un peu plus loin dans cette liste, donner un moyen de protéger ces routines. Le troisième point, cela dit, j'avais envie d'aborder le silence du matin. Le silence du matin. Le, le fait de ne pas avoir son téléphone, par exemple, le matin au réveil. Donc, j'ai découvert les bienfaits du silence matinal pendant ma formation en Inde, quand j'ai fait ma formation de yoga teacher, de professeur de yoga. Et je l'ai jamais, j'ai jamais arrêté, en fait. C'était il y a 10 ans, du coup, maintenant. Et donc, cette règle, parce que c'était une règle là-bas, c'était une observance, c'était qu'il nous était déconseillé, même interdit, fortement découragé. Après, on était des adultes, hein, on fait ce qu'on veut, mais c'était quand même fortement découragé de parler, d'envoyer des messages ou de nous distraire avec de la musique ou quoi que ce soit le matin, avant d'avoir fait notre méditation et notre pratique de yoga. Donc on se réveillait vers 6 heures, on avait la méditation vers 6h30. Ensuite, on avait un petit encas où on mangeait une banane et on buvait un café ou un chai. Et ensuite, on avait notre yoga. Et ensuite seulement, on avait le droit de parler. Et c'était une façon tellement apaisante de commencer la journée. C'était incroyable. Si je pouvais commencer toutes mes journées maintenant, faire exactement la même chose, je le ferais. Parce que ça donne un élan tellement calme et serein à la journée. Et ça fait aussi remonter beaucoup de prise de conscience, en fait, parce qu'on est juste avec soi-même. Si on se distrait avec le téléphone, si on parle aux gens, tout ça, on envoie un peu de notre énergie vers l'extérieur, notre attention vers l'extérieur, alors que si on est juste en silence avec soi-même, il y a beaucoup d'introspection qui peut se faire. Et c'est quelque chose donc qu'on n'a pas en fait dans notre monde actuel, si on le fait pas consciemment, si on n'en fait vraiment pas une règle comme ça le matin ou à un autre moment de la journée, si on prend pas ces moments de silence. Et j'en parlais dans une vidéo précédente d'ailleurs sur le sommeil et sur le fait que si on n'arrive pas à dormir le soir ou si on se réveille pendant la nuit et qu'on n'arrive pas à se rendormir, c'est parce qu'on n'a pas ces moments-là justement où le cerveau peut juste faire son introspection, peut passer en revue un peu tout ce qui nous travaille. Et pardon, j'ai un petit bip. Et voilà, je parlais de distraction, on y est vraiment. Donc, j'ai continué une certaine forme de ça, une adaptation de ça, et où je préserve vraiment mon énergie le matin pour donner le ton à ma journée. Si mon matin est chaotique, si je me lève et que tout de suite je regarde mon téléphone et puis je vois que j'ai plein d'emails ou des messages à droite à gauche, que je dois me dépêcher, me préparer et courir et à peine manger quelque chose, sortir et tout, toute ma journée
va être chaotique ou en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile de renverser la vapeur ensuite. Ça va me demander beaucoup d'efforts pour retrouver un sentiment de paix et de sérénité. Alors je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir des matins calmes et sereins. Alors évidemment, je te demande pas de donner, de enfin de faire la comment on appelle? De ah pardon, le silent treatment, mais je te demande pas d'ignorer complètement ton partenaire le matin ou tes enfants, évidemment, je comprends que c'est pas possible pour tout le monde d'avoir justement cette loi du silence le matin. Mais peut-être que tu pourrais te créer ta propre version. En fait, repousser le moment où tu regardes ton téléphone, le matin ou bien ne pas lire tes emails jusqu'à après le petit déjeuner. Enfin, tu sais mieux que moi comment adapter ça à ta vie. Mais en tout cas, trouver un moment, voilà, pour protéger, ta paix du matin, d'une manière ou d'une autre. Le quatrième point, ça va être de préparer le lendemain. Je pense pouvoir dire en toute honnêteté, en toute humilité, que j'ai globalement les choses bien en main dans ma vie. I've got my shit together, plus ou moins. Mais c'est pas parce que j'ai une volonté de faire, pas du tout. C'est parce que j'ai des bons systèmes en place et j'en parlais dans le premier point. J'organise ma vie de façon à ce que les décisions soient faciles à prendre, les bonnes décisions soient faciles à prendre. Par exemple, j'ai récemment décidé que j'allais méditer tous les matins. Je suis tombée, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon podcast sur l'épigénétique d'il y a quelques semaines. J'ai découvert des études qui parlaient de la pleine conscience, des bienfaits de la pleine conscience sur la santé, et cetera. Et je me suis dit: «OK, c'est bon, je fais déjà du yoga, mais je veux essayer de vraiment méditer tous les matins». Et je me suis dit: «Ouais, mais je sais que, m'asseoir en silence et méditer, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire». J'ai déjà essayé dans le passé de juste, méditer comme ça, sans rien, ça a pas marché. Je préfère de loin les méditations guidées, en fait. Je préfère, qu'il y ait quelqu'un qui me guide dans une méditation et que voilà, qu'il y ait un début, une fin et que ce soit bien cadré bien cadré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques méditations guidées que j'aime bien, qui font la durée que je suis OK, qui est réaliste pour moi de faire. Et je les ai mises dans mon calendrier pour chaque jour. Tous les matins, j'ai une méditation qui m'attend. Ce qui fait que je me lève le matin, je m'assois sur mon canapé. Il y a mon chat qui vient sur mes genoux en général, donc c'est encore mieux. Je lance la vidéo et je médite. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à prendre de décision, j'ai pas à chercher une méditation guidée sur YouTube tous les matins. J'ouvre mon calendrier, elle est là, je commence. Tout est facilité pour moi et voilà, j'ai décidé en avance à quel moment je ferais ça et juste je suis le plan, je suis le système, je suis ma routine. C'est, quelque chose d'ailleurs que mes clients aiment particulièrement et me disent particulièrement apprécier dans notre travail ensemble, c'est que, je fais un peu la même chose avec eux. Enfin, je leur facilite la vie à ce niveau-là. C'est-à-dire que je les vois en cours, on fait une séance de yoga ensemble, je note les exercices qui leur sont le plus bénéfiques. Ensuite, je fais une version condensée de ces exercices en fonction du temps qu'ils m'ont dit qu'ils pouvaient y accorder, disons 10-15 minutes et je leur assigne. J'ai mon appli, ce qui fait que, tous les jours, au moment où ils ont décidé qu'ils allaient faire leur séance de yoga, ils lancent l'appli, ils savent quoi faire parce qu'ils ont leur petite vidéo, ils déroulent le tapis ou bien le tapis est déjà déroulé et ils font leur séance. Emballé, c'est pesé, il y avait pas il y a voilà, il y a pas de difficulté, il y a pas de friction. Donc facilite la vie de ton futur toi, de cette manière-là ou d'une autre. Si tu veux faire quelque chose plus souvent, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ce soit aussi simple que possible pour toi de le faire ensuite. Et voilà. Et donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise aussi au fil de ces 10 années. C'est que compter sur la volonté, c'est vraiment pas un bon plan, en fait. Si, voilà, il faut se faciliter la vie, sinon les choses ne se font pas parce qu'il y a toujours des bonnes raisons, des bonnes excuses de pas prendre les bonnes décisions. Point 5, la règle des 2 minutes.
un point hyper simple, mais super efficace, surtout si tu as tendance à procrastiner ou si tu as une tendance à angoisser, à avoir de l'anxiété facilement. La règle, encore une fois, c'est pas une règle que j'ai inventée. Si ça prend moins de 2 minutes à faire, fais-le maintenant. C'est tout. Faire la vaisselle, répondre à un email, remettre quelque chose à sa place dans ta maison, quoi que ce soit, si ça prend moins de 2 minutes à faire, au moment où tu y penses, tu le fais. Et franchement, c'est un de mes secrets, pas les mieux gardés, mais un de mes secrets pour avoir une maison organisée et rangée et un esprit plus tranquille. Parce que je déteste le désordre, je déteste quand il y a plein de choses. Voilà, j'ai un esprit très anxieux et j'ai l'impression que si autour de moi c'est en désordre, voilà, ça m'ajoute du désordre dans mon cerveau. Enfin, j'essaye vraiment de toujours tout faire pour calmer, pour avoir un environnement calme, serein, organisé, propre. Et je vis avec 2 animaux, donc c'est pas toujours évident. Et en plus, j'adore cocher des tâches, des cases aussi. Et j'adore cocher des tâches dans ma to-do list. Donc là, ça me permet de, si j'ai des tâches qui font moins de 2 minutes dans ma to-do list mentale ou sur mon papier dans mon journal, ça prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Voilà, tout simple, c'est gagnant-gagnant. La 6e point, par défaut, c'est un non. L'idée ici, c'est d'introduire une pause avant de décider. C'est un point qui est hyper difficile pour les personnes comme moi qui ont du mal à dire non, les people pleasers. Et à ce titre, c'est encore en cours de perfectionnement pour moi. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler en permanence. C'est que on dit oui à tout parce qu'on veut être plaisant, on veut être agréable, on veut être serviable. Et d'un seul coup, on réalise qu'on s'est encore surchargé, qu'on a beaucoup trop à faire ou qu'on a dit oui à des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire et ça nous pourrit un peu la vie et la journée en tout cas. Du coup, au fil des années, j'ai appris à reconnaître quand je dis oui à des sorties parce que j'imagine que je serai une autre personne à ce moment-là, que je serai quelqu'un qui a pas du tout d'anxiété sociale et qui sera ravi d'aller passer un week-end dans un trou perdu, pour faire la fête avec, 1000 inconnus, ça voilà, ça m'est déjà arrivé et puis ensuite, il y a l'anxiété sociale qui augmente au fur et à mesure que l'événement se rapproche et puis je peux pas y aller. Ou bien quand je dis oui à quelque chose que je veux pas, parce que j'ai peur que refuser, ça contrarie la personne qui me le demande. Ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé, pas mal de fois et j'essaye de stopper ça, d'arrêter ça. Alors maintenant, je me donne du temps. Au lieu de dire oui, bien sûr, tout de suite, j'essaye de spontanément dire écoute, laisse-moi revenir vers toi là-dessus. Donc, c'est pas un non définitif, c'est je vais y réfléchir, je vais voir si ça cale bien, si ça s'accorde bien à mon planning, à mes envies, tout ça. Mais ça introduit une pause, en tout cas, pour décider si c'est vraiment quelque chose dans lequel je veux investir mon énergie. Alors essaye de faire ça toi aussi si c'est pas le cas. Déjà, si tu te reconnais dans ce petit profil que j'ai décrit, parce que dire oui à quelque chose que tu veux pas faire, c'est aussi dire non à un meilleur usage de ton temps, de ton énergie. Et ça, on peut pas se permettre. On peut pas l'accepter. C'est non, c'est non. C'est non par défaut. Et ensuite, on voit. Le point 7. Le point 7, c'est la technique du stop. Stop, c'est une pause de pleine conscience et de gratitude. Parce qu'il y a une seule chose qui est certaine dans la vie, c'est que la vie est chaotique, la vie est folle, la vie part dans tous les sens. Et on se retrouve sans cesse emporté dans des tourbillons, ou comme une de mes clientes le décrit, dans le mixeur de la vie. On a l'impression d'être dans un mixeur et de tourner en rond. Et pendant que enfin là, je suis en train d'enregistrer ce podcast. Je sais plus exactement quand j'ai prévu de le sortir, mais il me semble que ce sera mi-mai ou fin mai même. Mais en tout cas, là, au moment où je l'enregistre, je suis en train d'organiser mon déménagement. Donc, je déménage dans un autre pays. Donc,
j'ai bien conscience en ce moment que la vie peut être folle, que la vie peut prendre un rythme assez effréné. Et une mini habitude qui m'a aidée ces derniers temps, qui m'aide ces derniers temps, c'est de littéralement me dire stop de temps en temps. Quand j'ai l'impression que mes pensées m'échappent, que je perds un peu le contrôle sur le tourbillon dans mon cerveau, sur les vritti, comme on dit en yoga. Donc le fait de se dire stop, c'est une interruption de schéma. Ça permet d'interrompre le processus, ce réflexe, c'est presque un réflexe, les pensées qui partent et on contrôle plus. Quand je commence à stresser pour 1000 choses à la fois, ça me ramène au moment présent. Alors voilà, je dis littéralement stop, à voix haute ou dans ma tête, ça dépend de si je suis en public ou non. Je prends une grande inspiration et j'essaye d'apprécier consciemment l'endroit où je me trouve. Donc je regarde autour de moi, je remarque les sons qui m'entourent, je remarque le jeu des lumières et des ombres autour de moi, la température de l'air, peut-être la texture de ce sur quoi je suis assise ou de mes vêtements. J'essaye de vraiment me reconnecter aux sens, aux sensations. C'est vraiment une petite pause de pleine conscience et de gratitude aussi parce que j'essaye parfois d'y ajouter juste une appréciation pour là où je suis maintenant. Parce que, bah, par exemple, quand je suis en train de stresser en ce moment pour mon déménagement, je peux être chez moi et puis en fait, bah, chez moi, c'est vachement chouette en fait. J'adore mon appartement, j'ai mes animaux, tout ça donc je prends un moment pour juste apprécier aussi le privilège de pouvoir déménager dans pas longtemps, d'être dans un endroit aussi joli que celui dans lequel je suis, voilà, juste le privilège de ma vie, de prendre un moment pour l'apprécier. Et ça m'empêche de partir en spirale, en fait, de me laisser emporter dans ce mixeur, dans ce tourbillon. Ça fait redescendre mon système nerveux de quelques crans aussi. Donc voilà, technique de stop, pause pleine conscience, on respire, on expire lentement, on apprécie. Et tout de suite, c'est un outil précieux à avoir dans sa poche en temps de turbulence. Le huitième. C'est le journal d'une phrase, une seule phrase. Oui, je pensais pas que le journaling était quelque chose pour moi, était fait pour moi en fait, jusqu'à il y a à peu près 4 ans et demi, quand je me suis offert un journal, je sais plus à quelle occasion, mais je pense que j'avais dû entendre que le journaling c'était très bien pour la santé mentale, que voilà, que c'était quelque chose de super et pour quand on a envie de mieux se connaître et de ouais, d'avoir une meilleure santé mentale en général, de gérer l'anxiété, tout ça. J'avais dû en entendre parler, mais j'ai essayé plusieurs fois et j'arrivais pas à maintenir l'habitude en fait. Ça me semblait prendre trop de temps, c'était trop d'efforts, et c'était aussi bah, quand on fait du journaling et qu'on va vraiment dans les détails, qu'on écrit vraiment beaucoup, ça soulève beaucoup de choses en soi, dans lesquelles on n'a pas vraiment envie de se plonger, surtout le matin au réveil. Enfin bon, ça marchait pas pour moi. Et j'ai dû tomber, je sais pas comment, sur un journal d'une seule phrase. Et, heu, et je savais pas que tenir un journal, ça pouvait se résumer à une seule phrase. Dans mon journal, il y a littéralement juste quelques lignes, un petit espace pour tous les jours. Et ce qui est formidable, c'est que si tu peux écrire qu'une seule phrase par jour, et c'est ce que je fais depuis bientôt 5 ans maintenant, bah, tu dois vraiment réfléchir à ce qui a été déterminant dans ta journée, ce qui a été le plus important pour ta journée. Donc, ça te permet de revenir brièvement sur ta journée, parce que j'écris tous les soirs. Voilà, tu mets en lumière ta journée. J'imagine qu'on peut faire la même chose le matin et juste se dire, ok, avec quoi je me lève aujourd'hui comme pensée, comme réflexion. Mais moi, j'aime bien le faire juste avant le coucher. Et du coup, voilà, rapidement, je repasse en revue ma journée. Je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de retenir les années suivantes. Et j'adore en fait. J'adore ça parce que ça fait quasiment 5 ans que je le fais et j'ai pas raté un seul jour dans le journal. Bon, ça m'est arrivé d'être en voyage, tout ça, et de pas prendre mon journal, ou bien vu que
bah, l'habitude est rompue, mon journal est resté dans mon sac et j'y ai pas pensé, j'ai pas écrit. Hem, mais du coup, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai qu'une seule phrase, bah, le lendemain ou le surlendemain, quand je reprends mon habitude, je me dis: «Ah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Ah oui, il s'est passé ça et puis hier, il s'est passé ça», voilà, donc je peux écrire, je peux rattraper les jours perdus assez facilement, donc c'est cool. Et en plus, sur mon journal, je vois du coup ce que j'ai écrit à cette date-là les années précédentes. Donc là, en plus, bah, je suis sur le dernier cran, c'est un journal de 5 ans, donc je vois ce que j'ai écrit en 2025, en 2024, en 2023 et en 2022. Et c'est trop cool en fait de voir: «Ah, j'étais là, là il y a 1 an, j'étais là il y a 3 ans et j'étais à ce moment-là de ma vie et puis je pensais à ça» et puis c'est marrant de voir que, bah, par exemple, je sais pas, en 2024, il y avait un truc qui me bouffait vraiment la vie et maintenant je me souviens à peine de ce que c'était et ça permet de prendre de la distance et de se dire: «OK, bah, peut-être que ce qui m'agace vraiment énormément aujourd'hui, ce qui me bouffe, bah, l'année prochaine, je m'en souviendrai peut-être même pas, en fait». Et donc ça permet de se dire: «OK, peut-être que je le laisse un peu trop me bouffer et que je pourrais, me relaxer un peu sur le sujet». Et puis c'est une belle façon aussi de se souvenir de ce qui se passait les jours où il se passait rien de particulier, en fait, et de voir qu'il y a plein de jours comme ça où: «Ah bah, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, j'ai été super productive au travail, j'ai eu un cours avec telle cliente que j'adore», enfin voilà, c'est cool. Bref, je me lasse pas d'en dire des bonnes choses. Je vous encourage vraiment à essayer. C'est voilà, une petite routine du soir qui fait du bien au cœur. Au cœur, comment j'ai un accent bizarre. Ce qui nous amène au point 9, qui est la revue hebdomadaire cette fois-ci. Parce que je termine chaque semaine avec un bilan et une session de planification pour la semaine suivante. Et c'est aussi une habitude qui m'a été extrêmement bénéfique au fil du temps ces dernières années, surtout depuis que je me suis lancée vraiment dans Yoga with Clem à fond, que j'ai quitté mon autre boulot. Parce que ça donne de la clarté et un sens, une direction à mes actions, en fait, et à celle de Yoga with Clem. Donc je vois ce que j'ai accompli la semaine dernière par rapport à ce que j'avais prévu. Je vois ce que j'ai appris, je me pose ces questions-là, ce qui doit être ajusté, ce que j'ai vraiment aimé dans ma semaine, ce que j'ai pas trop aimé dans ma semaine, et ça permet ensuite de se dire: «OK, bah, ça a pas marché, la semaine prochaine je vais tenter ça», ou bien: Ça a très bien marché, bah, on va continuer comme ça». Ou bien aussi, comment je me sens en fait en fin de semaine? Est-ce que je me sens complètement sur les rotules à la fin de la semaine? Bon, bah, peut-être que j'en avais peut-être mis un petit peu trop la semaine dernière. On va ajuster ça la semaine prochaine. Et puis ça me permet aussi de planifier et de pas juste aller avec, pas me laisser emporter par le quotidien en fait, et de me dire: «OK, là, mon objectif, par exemple pour les semaines à venir, c'est de développer mon programme, spécial pour le dos». Voilà, ça veut dire que lundi, il va falloir que je fasse ça, mardi, il va falloir que je fasse ça, mercredi, j'ai pas le temps parce que j'ai des cours toute la journée, donc voilà, voilà, et j'ajuste au fur et à mesure des semaines. Et bref, donc l'objectif, c'est d'être toujours un peu en train d'avancer, et je reviens à mon tout premier point sur le 1% mieux tous les jours, mais aussi de le faire en restant sereine, en fait. Et le fait de faire ce bilan, ça m'aide à garder une vue d'ensemble, ça me donne un plan à suivre pour ne pas me retrouver à simplement réagir à ce qui se passe au jour le jour. Et comme, j'oriente aussi ce questionnaire que je me fais, toutes les semaines que je passe, hem, j'ai mince, je sais plus ce que j'ai oublié le début de ma phrase. Pardon. Mais en gros, ça me voilà, c'est moi qui ai créé ce questionnaire que je me fais passer toutes les semaines, et donc je mets aussi un accent vraiment important sur comment je me sens, en fait, et comment j'ai envie de me sentir à la fin de la semaine prochaine. Et donc à faire passer ma santé, mentale, physique, ma santé en priorité, et ensuite le reste, OK, sachant que je veux garder une santé mentale, solide, qu'est-ce que je peux accomplir la semaine prochaine pour quand même continuer à avancer et à progresser? Voilà, donc la revue hebdomadaire, vraiment quelque chose de super important
Pas seulement quand on a pardon, un business, pas seulement quand on est indépendant, par rapport au travail, mais aussi pour ses routines, pour sa vie personnelle, pour, tout ça, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui m'est très, très bénéfique. Et d'ailleurs, le point 10, qui est, peut-être le plus important, je l'ai appelé «viser la paix». C'est un mantra que j'ai depuis quelque temps. Je l'ai en anglais dans ma tête et en anglais, ça rend mieux, je trouve. C'est solve for peace. Solve for peace. Résous les situations pour la paix, pour la sérénité. Et comme tu l'as peut-être deviné en écoutant le reste de cet épisode, les 9 précédents points, le, le sentiment de sérénité, de paix, il est derrière tout ce que j'ai, tout ce que je fais. En fait. Toutes mes routines, tous mes systèmes, c'est pour ma sérénité. C'est vraiment la pierre angulaire de yoga et de yoga, de yoga with Clem et de Clem. Clem dans son intégralité. Donc, mon objectif, c'est toujours la sérénité, c'est toujours la paix intérieure. Ça m'est apparu comme une évidence, c'est vraiment devenu évident il y a un an, quand j'ai dû prendre une décision qui était très difficile. J'en ai parlé brièvement, il me semble, à l'époque. C'était une histoire d'héritage dans ma famille, donc c'était une histoire assez vilaine, assez moche. Mais en gros, j'ai dû prendre, la décision de faire une croix sur beaucoup d'argent pour ma sérénité, enfin et de gagner en sérénité ou bien de me battre contre, des membres de ma propre famille, et de les attaquer en justice pour espérer, récupérer, ma part de l'héritage. Et bref, j'ai choisi la sérénité. J'ai dit: «Fais une croix sur l'argent» et je le regrette pas du tout. On parlait de beaucoup d'argent, on parlait de 6 chiffres, hein, on parlait voilà. Mais c'est devenu vraiment ma boussole parce que je me suis rendu compte, OK, si tu as choisi la sérénité et que tu en es si ravi, alors que tu avais, voilà, cette option de potentiellement avoir beaucoup moins de questionnement financier en fait, et avoir une certaine sérénité financière. Si tu as vraiment juste choisi la sérénité pour ça, c'est que c'est vraiment important pour toi et que ça devrait être ta boussole de manière générale. Et je prends maintenant vraiment toutes mes décisions en ayant à l'esprit la paix d'esprit, en ayant en tête la paix intérieure. Ça simplifie tout, en fait. Ça simplifie tout parce que la sérénité, ça veut dire vivre en accord avec ses valeurs. On peut pas être serein, on peut pas être en paix avec soi-même si on vit pas en accord avec ses valeurs. Alors déjà, il faut les connaître, ces valeurs, bien sûr, et c'est un exercice que je vous encourage aussi tous à faire si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que c'est mes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ça paraît évident, mais parfois on fait un exercice et on se rend compte que ah bah non, en fait, cette valeur-là, je pensais que c'était super important pour moi, mais c'est plus que la société me dit que c'est une valeur importante, mais pour moi, au fond, ça l'est pas tant que ça. Par exemple, la richesse, ou par exemple la famille, ou par exemple, voilà. Donc, le fait de se dire, de se poser cette question, quand on a un choix difficile à faire, qu'est-ce qui m'apporterait la paix intérieure? Est-ce que prendre cette décision ferait de moi quelqu'un de plus serein? Est-ce que prendre cette décision ferait de moi quelqu'un de plus serein? Ça simplifie tout. Parce que il y a qu'une seule, il y a en général qu'une seule bonne réponse. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, je savais que m'engager dans une bataille juridique de plusieurs années contre des gens qui m'étaient, voilà, qui étaient pas de bonne foi ou ouais, ça boufferait ma sérénité pour les années à venir. Et il y a pas de somme d'argent qui en valent la peine, en fait, qui valent la peine de sacrifier ça. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai ce mantra-là de viser la paix, de solve for peace. Et c'est un mantra que je vous recommande également très fortement. De penser à votre sérénité avant tout. Ça vous permettra d'avoir cette boussole dans la vie qui aide à prendre toutes les décisions les plus saines pour vous, pour votre paix intérieure.
Et je vois vraiment pas de façon plus yogique de vivre sa vie finalement. Donc voilà, c'était un long épisode. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je parle, à peu près 35 minutes, waouh! Mais c'était un épisode important. Je suis très contente de l'avoir fait et j'espère vraiment que ça vous a inspiré, que ça vous a apporté plein de bonnes choses. Et j'aimerais vraiment aussi avoir vos commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Si vous voulez pas écrire sous la vidéo en public, vous pouvez m'envoyer un message. Toutes mes coordonnées, mon site, tout ça sont dans la description de l'épisode. J'aimerais savoir quels sont les points qui vous ont le plus parlé dans ce que j'ai évoqué et ouais, ce que vous allez mettre en place potentiellement aussi. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.